d'opinion et d'expression. Envie de sensibiliser le peuple congolais pour le changement de mentalité. Pourquoi tant de misère avec toute cette haine qui règne, qui règne? Pourquoi le peuple souffre-t-il dans la famine? Pourtant la RDC c'est tout parmi les pays riches de l'Afrique. Jusqu'à quand allons vivre la justice en observant les gens jeter la nourriture, Tandis que les autres souffrent de la famine. oh yeah, yeah. Chaque jour qui passe les gens tombent malades. Le manque de connaissances fait saigner à cause de la justice sociale, à cause de la justice sociale. Nous avons droit de revendiquer dans notre pays. Oh yeah, révolutionnaire qui a cessé de jouer, il est temps de se réveiller. Étudiant, il est temps de reprendre force. Nous avons tort d'être aussi lâches. Combien de licences souffrent dans nos tiroirs, pendant que grand messieurs s'admirent dans des miroirs, oubliant carrément le nécessaire à faire. Pendant que le grand messieurs s'admirent dans des miroirs, oubliant carrément le nécessaire à faire. Le nécessaire à faire. La population s'en donne à la voyoucratie, à la médiocrité, et ce sont des révoltes qui s'ensuivent. Ça et là, il y a les groupes des rebelles qui sèment la terreur, qui sèment la pagaille, qui massacrent nos frères et sœurs, qui viennent nos sœurs et nos mères. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est avec ego négocie encore. Pourquoi ces sorts? Oh Dieu, qu'avons-nous fait? Viens nous libérer de la piste du mal. Au Congo, on affaiblit. Que ton règne vienne chez nous, car nos leaders ont vraiment failli. Yeah, stop off ça. Nous sommes vraiment. Soldats, politiciens, artistes, héros pour notre pays. Oh, soldats, politiciens, artistes, héros pour notre pays. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un problème sérieux. Oui, toujours.
jusqu'à ce que les génocides finira et les viols et les massacres en Afrique, à ce moment-là, nous ne ferons plus de directs. Alors, l'occupation des Occidentaux, 666 en RDC, tue, viol, fémicide, l'occupation de toute notre Afrique avec les religions étrangères, tue toute notre Afrique, oui. Donc, nous avons un sérieux problème. Les Occidentaux n'aiment pas le peuple africain. Ce qui les intéresse, ce sont nos pierres minérées. Ils adorent ces pierres. L'Afrique, le berceau de l'humanité, mais le berceau du cauchemar pour le peuple africain. Parce que personne n'en profite de ces richesses. Qui en profite de toutes ces richesses en Afrique? L'homme blanc. L'homme blanc occidentaux, 666. Les multinationales. Les gouvernements se cachent derrière les multinationales pour commettre des atrocités en Afrique. On nous parle de démocratie, on nous parle des États démocrates, on nous parle de liberté, égalité, fraternité. Mais ces mots-là, elles sont bonnes pour la direction des ordures. Oui, la direction des ordures, parce que ce sont que des mots qui font endormir. Donc, toujours comme il faut toujours être debout, parler de bonnes choses, ça concerne. Parce que ceux qui n'aiment pas entendre la vérité peuvent aller suivre les théâtres ou peuvent aller suivre les footballs. Moi, le football, je ne regarde pas ces bêtises-là. Parce que chez moi, on tue. Voilà. En Afrique, on tue. Donc, chez moi, il n'y a pas de temps de regarder le football. J'ai la conscience bien ouverte et je sais ce que j'ai besoin pour mon Afrique. Le football, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est les génocides qui se déroulent chez moi en Afrique. Voilà, ça me concerne. Donc, nous allons parler des bons sujets. Donc là, avant de commencer, je vais mettre une chose très importante. On commence toujours comme ça. Voilà. Bon. Européenne, c'est qu'elle n'émane pas d'individus neutres. Elle émane de négriers, c'est-à-dire des gens qui sont impliqués dans le crime, qui commettent le crime, qui ont des intérêts privés et particuliers dans le crime. On ne peut pas nous présenter l'argumentaire de criminels comme étant des documents historifiables sur le plan moral.
Parce que ces gens-là étaient tous assujettis à l'idéologie de la supériorité des races européennes par rapport aux autres peuples. À l'époque, il y avait ce discours racial qui a été organisé, orchestré pour justifier ça. Donc on voit bien qu'il y a un problème de fond, parce que qu'est-ce qu'elle dit, Simone Veil? Elle dit, attention, tout le monde sait que qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc à partir du moment où vous prenez comme leitmotiv les documents des négriers, le négrier est en train de vous dire, mon chien a la rage, je vais l'abattre. Ce qui est normal, c'est-à-dire jusque-là, on ne discute pas sur l'aspect, si vous voulez, illégal ou illégal des gens. C'est comme ça que ça se passe partout. Voilà. Toujours c'est comme ça. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, toujours ça quand il y a des vérités. On ne discute pas sur l'aspect, si vous voulez, illégal ou illégal des gens. C'est comme ça que ça se passe partout. Oh là 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 là, ça commence à m'énerver, hein. L'argumentaire de criminels comme étant des documents historifiables sur le plan moral. Parce que ces gens-là étaient tous assujettis à l'idéologie de la supériorité des races européennes par rapport aux autres peuples. À l'époque, il y avait ce discours racial qui a été organisé, orchestré pour justifier ça. Donc on voit bien qu'il y a un problème de fond, parce que qu'est-ce qu'elle dit, Simone Veil? Elle dit, attention, tout le monde sait que qui veut tuer son chien l'accuse d'avoir la rage. Donc à partir du moment où vous prenez comme leitmotiv les documents des négriers, le négrier est en train de vous dire, mon chien a la rage, je vais l'abattre. Ce qui est normal, c'est-à-dire jusque-là, on ne discute pas sur l'aspect, si vous voulez, illégal ou illégal des gens. C'est comme ça que ça se passe partout. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel conflit, de n'importe quelle partie du monde, nous sommes confrontés, nous historiens, à la même problématique. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'éthique, le code déontologie. Maintenant, le point de vue africain, il dit cela. Il dit une chose qui est très simple. Il dit, bon, si l'histoire des razzias négrières et de l'esclavage demeure fondée sur les analyses des négriers qui sont véritablement les victimes, les criminels, c'est-à-dire les organisateurs du crime, on ne peut pas opposer à une victime le discours de son meurtrier. Et ça, Simone Veil, elle est très claire là-dessus. Elle est très claire là-dessus, c'est-à-dire on ne peut pas faire ça. On ne peut pas le faire. Alors, et pourtant, c'est ce qui fait. Et c'est ça qui est fait. C'est ce qui est fait dans la chose, c'est qu'il y a eu le même problème dans les conflits entre la France et l'Allemagne. Et pour éviter, c'est-à-dire sortir du cadre de l'idéologie et un peu donc de l'excitation mémorielle, on a tout simplement réuni une équipe allemande, réuni une équipe française qui ont travaillé sur un ouvrage ensemble, de manière à dégager le fait historique en enlevant la partie qui concernait le fait d'incriminer l'un par rapport à l'autre. Mais la chose, c'est que quoi? On constate que la volonté cachée derrière cette approche qui ne respecte plus l'éthique, c'est d'opérer un transfert de culpabilité. Et c'est là où il y a le problème. C'est-à-dire que l'Europe, au lieu d'assumer, quand je dis l'Europe, attention, quand je fais des débats en Angleterre, il y a en Angleterre, l'anglais assume, au Portugal, le portugais assume. Mais moi j'ai vu des débats entre portugais et français, mais les portugais mais invectivent les historiens français, on leur dit, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez l'histoire comme si vous êtes arrivé en premier. Nous les portugais, est-ce qu'on a dit qu'on est venu acheter auprès de quelque roi que ce soit? Est-ce que nous on a dit des choses pareilles? Mais vous racontez des histoires. Donc c'est là où on voit, moi j'étais présent. Alors ils assument quoi C'est-à-dire qu'ils assument le fait qu'ils avaient des armes et qu'ils avaient besoin d'or, parce qu'on leur a dit qu'en Afrique il y avait un royaume, le royaume de Kanka Moussa, roi du Mali, qui était allé au Caire avec de l'or, qui avait fait chuter les cours de l'or pendant 10 ans. Les caisses de l'Europe étaient à sec, le Portugal avait besoin d'argent pour lancer son économie. Ils ont dit, voilà, on chasse les Arabes
Et en Afrique, il y a des royaumes musulmans, et nous sommes chrétiens, on va faire une guerre religieuse pour aller prendre l'or. Donc les gens qui venaient le long des côtes étaient kidnappés pour avoir des informations sur où était le trafic de l'or, enfin les routes commerciales de l'or et les mines d'or, et quels étaient les royaumes où il y avait de l'or. C'est-à-dire qu'on fait du renseignement. Mais c'est tout simplement, attendez, chaque fois qu'on envoie des drones pour faire quoi? C'est pas pour faire du renseignement. C'est-à-dire le Portugais fait du renseignement. On vous dit, un Portugais qui vient faire du renseignement est venu acheter. Mais acheter au mains de qui? Quoi? Vous voyez, on est en 1441, Christophe Colomb n'est même pas encore arrivé en Amérique, donc il n'y a un cochon de canne à couper, il va venir chercher quoi? Après on vous dit oui, il avait besoin d'esclaves, mais le mot esclave descend des Européens slaves, donc il y avait déjà des esclaves en Europe. Depuis le 5e siècle de l'ère ancienne, les Européens font plus de 2500 ans de trafic esclavagiste en Europe. Si vous prenez depuis le 8e siècle. Alors, on va revenir sur l'esclavage en Europe tout à l'heure. Donc, vous disiez que voilà, les Européens, eux, assument. Donc, voilà, c'est-à-dire les Anglais assument, les Anglais assument, les Portugais assument, mais il y a des gens qui n'assument pas. Les Français parce n'assument pas. qu'il y a un transfert de culpabilité et ils ne veulent pas assurer cette donc, culpabilité. ils sont allés chercher, donc ils ont été chercher des musulmans, chercher c'est-à-dire de l'or. C'est-à-dire faire du renseignement pour avoir de l'or. Et qu'est-ce qu'elle dit, Christiane Taubira, d'ailleurs, à propos de ce transfert de culpabilité? Elle dit ceci: lorsqu'il n'a plus été possible de tout taire, voyez, une version officielle de l'histoire s'est mise progressivement en place en faisant plein feu sur les complicités africaines, et relativisant, voire occultant, le rôle des armateurs et rabatteurs européens. Donc, le transfert de culpabilité pouvait alors s'opérer. Et c'est pour ça que M. Logassa dit le cliché du roi Nègre, je veux dire le cliché du roi Nègre, vous voyez, trafic d'esclaves a donc été imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement parlant, parce que c'est faux. Moi, je vous dis que c'est faux. J'ai été devant M. Deveau à la télévision, face à face, sur une émission sur la traite interne africaine. Et je lui ai dit c'est faux, c'est nul et non avenu qu'il raconte n'importe quoi, parce que moi, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Si l'Afrique avait eu 14 millions d'esclaves en Afrique interne, alors ce qui est très fort, parce que les Africains sont animistes, mais ils font de l'esclavage comme les rois européens qui sont judéo-chrétiens. C'est-à-dire la barrière sociale, psychologico-religieuse, ça n'existe pas. Donc on nous a menti. C'est-à-dire que je dis, moi je ne suis pas dans les problématiques de mensonge, je dis simplement qu'il faut faire preuve d'éthique, parce que ce n'est pas un problème de l'Afrique, c'est qu'on porte atteinte à la vérité et à la morale. Très bien. Et là, il faut quand on dit que nos ancêtres ont vendu nos ancêtres, c'est tout à fait. C'est-à-dire que ça, ce sont des clichés. D'accord. Ce sont des clichés, c'est faux. Parce que je vais vous donner un exemple, et comme je le dis aux gens très simplement, vous vous rendez compte que vous avez 14 millions d'esclaves quelque part, et vous n'avez pas un mot pour définir ces gens-là avant l'arrivée des Européens. On est obligé d'utiliser un mot européen qui est esclave, et on n'a pas de mot africain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si vous allez au Japon chercher des chevaliers, on vous dit non, ce sont des samouraïs. C'est-à-dire que chaque pratique sociale a un champ lexical. Mais pour l'Afrique, voilà que sans champ lexical, on vous dit qu'il y avait. Moi, je ne sais pas faire. Donc, en fait, il n'y a pas d'esclaves en Afrique. Moi, je dis que, et j'ai dit ça aux Nantais, monsieur le maire de Nantes m'a invité face aux historiens nantais, et aux Nantais, je leur ai dit que compte tenu du fait que ce sont vos propres parents qui sont venus, vous êtes les personnes les mieux indiquées pour nous dire quel était le mot africain qu'ils ont utilisé pour dire voilà. Et tout le monde est resté silencieux. Parce que personne n'a rien vu. Parce que le mot esclave vient d'où alors? Le mot esclave, ce sont des Slaves, c'est-à-dire les Polonais, les Bosniaques, ce sont ces gens-là, ce sont des Slaves. Et moi, en anglais, on dit slave. On dit slave. Et ces gens-là ne sont pas des descendants simplement, ce sont eux. Et quand je vais en Pologne et compagnie faire des conférences, on a l'occasion de se rencontrer, les gens me disent, mais l'histoire que vous racontez, c'est la nôtre. Parce que nous, on a pris près de 12 siècles d'esclavage. Vous parlez de 400 ans, nous c'est 12. Et on était déportés à fond de cale de bateau à Venise. C'est-à-dire le fait de rasier les gens. Ça, c'est un peu pour éclaircir un peu la situation de notre continent qui est l'Afrique. Parce que les Africains ont besoin de connaître la vérité. Et la vérité triomphera. Nous, nous sommes là pour la vérité et nous faisons un travail excessivement pour éclaircir les yeux, la connaissance endormie de certains parents africains. Donc, je ne suis pas seul qui fait ce travail. Nous sommes
immensément nombreux, qui ont les yeux grandement ouverts, et nous nous battons pour pouvoir amener ce qui est droit et justice en Afrique. Et nous arriverons. Nous arriverons parce que Dieu est avec nous. Oui. Quand j'étais né, je ne savais pas qu'un jour, je serai adulte, hein, que j'aurai des chevelures blanches sur ma tête. Hein. Voilà. Donc, c'est pour dire, l'homme blanc a tellement fait du mal. Hein? Il a cru qu'il pouvait continuer, hein, et exterminer les populations en Afrique. L'homme blanc nous a fait croire que l'esclavagisme était aboli selon eux. Mais en réalité, non. Ça continue. Ça continue, mais sous une autre forme. Mais qui gagnera? C'est l'homme blanc qui gagnera ou c'est l'homme noir? C'est l'homme noir qui gagnera. Parce que on ne peut pas exterminer et en volant l'être humain noir, ses richesses en Afrique, et en faisant ce qu'on appelle trafic d'organes. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trafic d'organes. Les reins, les cœurs, des yeux même. Même des bras. Où la main, ils coupent. Parce qu'ils ont besoin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à faire à ce que cette main devienne blanche. Parce que l'homme blanc est capable de tout. Donc, nous sommes là pour la vérité. Et je sais qu'il y en a qui aiment les mensonges. Il y en a qui aiment le football. Dès qu'il y a le football qui arrive, ils sont tous dans leur téléviseur. Et la majorité, l'homme noir aime le football. Il aime le football parce que il y a la Bible et le football. La Bible, le football et le sexe. L'attraction de l'homme noir. Oui, en Europe. En Europe et aux États-Unis. L'Afrique, je sais, là-bas, il y a pas mal qui sont endormis dans le football, mais on parle pour le moment de ceux qui sont en Europe et aux États-Unis. Ouais. Et la vérité triomphera. Le tiers africain n'est pas là pour rigoler, hein. Il est là pour la vérité. Maintenant. Nous allons comprendre. Parce que l'Afrique, comment le berceau de l'humanité, il peut avoir tant de pauvreté, hein, tant de misère, et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Non? Non. Il faut que ça s'arrête, ça. C'est quoi cette affaire? Voler les Africains, les tuer. Hein? Non. L'homme blanc, il faut qu'il arrête. L'homme noir a le droit de vivre. Hein? Et c'est le premier être humain que Dieu a mis sur terre. Il y en a marre. Il y en a marre.
Ah là 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 là. C'est quoi ces trucs-là, vraiment? Incroyable, je t'assure. Oh là 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 là. Il faut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 94. Et la fin du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsi qui chassent les génocides. Voilà. Voilà. Non, appelle-la vraiment, c'est n'importe quoi. Il faut arrêter. Cette tablette, je l'avais payée. Arrêtez de faire ça. Vous bloquez tout ce que je veux faire. C'est quoi ça? Passé au Rwanda en 94. Et la fin du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsi qui chassent les génocides. Voilà, encore. Foire de merde. Et la connexion, elle est bonne et pourtant. Non, c'est Apple. Pour comprendre
cette série de conflits qui agitent le Congo depuis maintenant 96, il faut comprendre ce qui s'est passé au Rwanda en 94. Et la fin du génocide, ce sont des rebelles à majorité Tutsi qui chassent les génocidaires, Hutus. Et où vont ces génocidaires? En fait, ils vont chez le voisin congolais. Ces rebelles Tutsis, ils chassent leurs anciens génocidaires, mais ils se disent on va pas les laisser habiter tranquillement de l'autre côté de la frontière, ils pourraient venir nous réattaquer dans quelques mois, dans quelques années. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de poursuivre encore leurs ennemis d'hier jusque sur le territoire congolais. Ils s'arrangent une sorte de droit de poursuite. Et donc ça va vraiment transposer le conflit au Rwanda sur le territoire congolais. Alors, dans un premier temps, ils accueillent en partie les anciens génocidaires, et puis les relations vont se tendre, les rebelles Tutsis rwandais vont aussi commettre beaucoup d'exactions, donc les Congolais vont petit à petit se rebeller face à ça, construire des milices d'autodéfense face à ce qu'ils vont percevoir en fait comme globalement des invasions venues de l'étranger, et ça va être la première étincelle de conflictualité vraiment au milieu des années 90. Il y a des rébellions qui contestent le pouvoir de Kinshasa, qui vont donc essayer de faire tomber le gouvernement à intervalles réguliers. Et pourquoi c'est toujours lié à de la politique extérieure? C'est que ces rébellions congolaises, elles sont souvent financées par les pays voisins, et notamment le Rwanda, toujours avec ce prétexte qui est en partie entendable. Le Rwanda finance ces rébellions en disant il nous faut des soldats sur les territoires congolais, toujours pour nous protéger du risque d'un nouveau génocide. C'est comme ça qu'aujourd'hui, à l'est du Congo, on dénombre en fait entre 50 et 70 groupes armés, juste sur cette petite portion de l'est du Congo, qui sont plutôt en fait des chefs de guerre qui ont le pouvoir, une certaine influence sur presque un petit îlot de territoire autour de, généralement c'est un village ou un groupe de villages, mais en même temps c'est des protecteurs, mais c'est aussi souvent la principale menace pour les habitants de ces villages, parce que la présence de combattants armés dans un village, c'est aussi le risque d'être visé par un groupe voisin. Donc ça c'est la situation aujourd'hui, situation qui est alimentée, c'est peut-être la dernière chose, par l'extrême richesse du sous-sol congolais qu'on évoque souvent, on parle souvent des minerais de sang. C'est un facteur de prolongation du conflit, puisque ces petits groupes villageois, finalement, ils taxent les gens qui vont à la mine, ils taxent les commerçants sur les marchés, et c'est comme ça qu'ils se financent et qu'ils continuent d'exister. Voilà. Donc, la vérité va triompher. Donc, le Congo, c'est devenu le spectacle de la communauté internationale. Pour eux, tuer des vies, c'est magnifique. Voler les minéraux qui ne les appartiennent pas, c'est magnifique. Mais est-ce que nous, quand nous rentrons dans les grandes surfaces, aller faire des achats, est-ce que nous prenons les trucs comme ça et nous sortons comme ça? Non, on les paye. Alors, pourquoi ces enfoirés de merde vont en Afrique? Ils vont, soi-disant, pour faire des affaires, mais ils vont pour voler. Ils vont pour voler. Et ils soulèvent ce qui n'est pas à eux, ils prennent et ils sortent. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il faut que les Africains aujourd'hui comprennent une seule chose. L'homme blanc, c'est l'ennemi de toute la surface de l'Afrique. Oui, l'homme blanc est l'ennemi juré de l'homme noir. L'homme blanc occidentaux, 666. Les hommes politiques, ouais, les hommes politiques véreux, l'homme blanc, voleur des minéraux, spécialiste dans les crimes, en Afrique. Il faut maintenant qu'on commence à s'occuper d'eux. Et on va commencer à s'occuper d'eux. S'occuper d'eux, de les dégager de l'Afrique. Et ça va venir. Ça va venir. Parce que l'Africain ne va pas continuer à subir et à regarder les Blancs qui sont en train de tuer. Non, 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 non. Il faut qu'on s'occupe de l'homme blanc. De les dégager de l'Afrique. C'est la meilleure solution. Et on va arriver à faire ce genre de projet quand la RDC va être libérée. Parce que tout dictateur, en même temps, on va s'occuper d'eux.
Les dictateurs, on va s'occuper d'eux. Hein. Les gens qui ont détruit excessivement pas mal de vies, il faut qu'on s'occupe d'eux. Et on s'occupera d'eux. On s'occupera de ces enfoirés, ainsi que leurs enfants, ainsi que leurs femmes. Oui, tout cela, on va s'occuper d'eux. Parce qu'ils ont fait excessivement de mal au peuple noir. Massacré, destruction des vies. Oui. Nous allons voir, parce que là c'est pour bien comprendre pourquoi l'Afrique va mal. C'est très important, étape par étape, pour comprendre. Étape par étape. Parce qu'ils tuent. Ils se prennent pour des maîtres. Les maîtres de l'Afrique. Ils sont foirés de merde. Ne peut pas exterminer les gens et que les gens continuent à regarder. Ah non, oui. Non, oui. Non, oui. Michel Collin, on se retrouve à l'université à Louvain. Vous avez parlé de la Libye et ce qu'on en sait, c'est-à-dire ce que les médias nous montrent. Est-ce que vous pouvez, tout bref, nous expliquer la différence entre ce qu'on sait et ce qui se passe? Je pense qu'il faut bien se dire que chaque fois que les États-Unis, la France et des gouvernements comme ça lancent une guerre, ils veulent évidemment que l'opinion publique dise oui. Donc ils ne vont pas dire c'est une guerre pour contrôler le pétrole, les matières premières, pour contrôler des positions stratégiques. Ils vont évidemment pas dire c'est une guerre pour le fric des multinationales. Donc ils vont inventer qu'on intervient pour faire face à un grand danger, une menace, arrêter un massacre. Ils vont diaboliser l'adversaire. Et ça, en fait, je l'ai formalisé au niveau de l'information qui nous est donnée sur les guerres, dans ce que j'ai appelé les 5 grands principes de la propagande de guerre, à savoir occulter les intérêts économiques, diaboliser l'adversaire, inverser la victime et l'agresseur, se faire passer pour le défenseur de la victime, occulter l'histoire des régions en question et monopoliser l'info. Je crois que chaque info que nous recevons sur une guerre, il faut bien se dire que c'est une guerre de l'information, en fait. Est-ce qu'on retrouve ça maintenant, en ce qui concerne la Libye? Absolument. On ne nous dit pas que c'est une guerre pour le pétrole, que c'est une guerre pour contrer le monde arabe et l'empêcher d'avoir la démocratie, que c'est une guerre pour l'empêcher de contrôler son pétrole et de l'utiliser pour le développement et mettre fin à la pauvreté. On ne nous dit pas que c'est une guerre pour bloquer l'unité de l'Afrique et son indépendance, ses relations avec la Chine échappée aux États-Unis et à l'Europe. Et on ne nous dit pas que c'est une guerre pour développer Africom, l'instrument militaire de contrôle de l'Afrique développé par les États-Unis depuis 3 ans. Et on ne nous dit pas que c'est une guerre pour installer l'OTAN comme gendarme de l'Afrique. Vous savez, l'OTAN a fait une guerre en Europe contre la Yougoslavie, en Asie contre l'Afghanistan, maintenant en Afrique contre la Libye. Il y a d'autres cibles qui vont arriver. Et donc l'OTAN, elle est en train de devenir le gendarme du monde, le gendarme des multinationales. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, si je retrouve la page, que j'avais prédit, parce que M. Solana avait dit à l'époque ce que nous avons appris en Bosnie va nous servir pour de prochaines guerres. M. Solana était le secrétaire général de l'OTAN qui nous avait vendu cette guerre contre la Yougoslavie. Et en fait, ce que j'avais montré à l'époque, si je retrouve la page, c'est que l'OTAN, justement, après la Yougoslavie,
s'apprêtait à devenir le gendarme du monde. Vous avez une carte ici où je disais l'OTAN va essayer d'attaquer en Europe de l'Est, dans l'Ukraine, le Caucase, va essayer d'attaquer et de contrôler la Méditerranée, le Moyen-Orient, on y est, la Libye. Et troisièmement, l'OTAN se pose en gendarme du monde qui va aller dans tous les pays du tiers-monde. Ils ont même fait des manœuvres contre le Venezuela à un moment donné. Tous les pays qui n'obéissent pas aux multinationales, l'OTAN est le flic. Yeah, Ivory Coast. La narrative stratégique, c'est Alassane Ouattara, c'est le gagnant des élections. Et Laurent Gbagbo, c'est le perdant. Et on voit partout dans les médias le président sortant, le président gagnant. Et par rapport à la réalité sur place, qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, j'ai pas été sur place en Côte d'Ivoire, mais j'ai reçu beaucoup de messages, d'articles, j'ai lu pas mal de choses, et je me pose donc beaucoup de questions sur ce qui se passe là-bas. Je remarque une chose, c'est qu'il y a eu des élections, effectivement, qui se sont déroulées dans un contexte très spécial, quand même. Je veux dire, il y a eu une guérilla dans le nord. Le pays est divisé en deux, plongé dans une guerre civile avec des atrocités qui ont été commises. En général, on considère qu'organiser des élections dans un pays où il y a une guerre civile, c'est pas tout à fait normal. Cette guerre civile, il faut le dire, a été aidée, soutenue, financée par la France, par les États-Unis, parce qu'ils voulaient se débarrasser de Gbagbo et qu'ils voulaient avoir un pouvoir docile. Monsieur Ouattara, c'est clairement un homme du FMI, c'est clairement un néolibéral qui va appliquer les vieilles recettes qui ont fait faillite partout et par lesquelles certains vont se retrouver très riches et la population va se retrouver encore plus pauvre avec l'éducation, les soins de santé qui se dégradent. Moi, je voudrais qu'au lieu de nous faire un théâtre, un cinéma sur la Côte d'Ivoire, au lieu de nous parler du caractère de Gbagbo, etc., je voudrais qu'on parle de ce qui est fondamental dans tous les conflits, dans toutes les guerres, quels sont les intérêts en présence, qui veut quoi. Vous avez des multinationales qui contrôlent les richesses de l'Afrique du Sud, elles sont très riches et les Ivoiriens sont pauvres. C'est de ça qu'il faut parler. Et quand évidemment elles veulent imposer un gouvernement, on sait bien quand même que acheter un président africain, c'est pas très cher. Si vous avez des richesses formidables dans un pays, et que vous donnez un pourboire au président pour bien garder tout ça à votre disposition, c'est pas cher, c'est un bon investissement. Donc on n'est pas dans un système démocratique là. Je pense que l'Afrique a besoin de gens comme Chavez, de gens comme Evo Morales, qui disent merde aux multinationales, qui disent maintenant nos richesses, ça doit servir à nous pour mettre fin à la pauvreté, pour donner l'éducation, les soins de santé. Et ça, évidemment, l'Occident ne veut pas, parce que il ne veut pas partager les richesses, il veut que ça profite aux multinationales. Donc, les faits eux-mêmes, il y a beaucoup de choses à dire et notre petite équipe d'investigation n'a pas les moyens d'aller faire. On a fait des tests médias sur l'Irak, sur la Yougoslavie, sur l'Afghanistan, sur le Venezuela, et on a vu que chaque fois nos médias nous mentent. Donc vous avez entendu, ils ne veulent pas partager les richesses minières, les multinationales. Ils veulent avoir toute la même mise sur nos minéraux, avec les complicités de tous ces États, soi-disant, des puissances, mais des grands véreux, des grands criminels assassins, mais qui méritent de se retrouver derrière des barreaux. Et non ceux qui dénoncent. Nous dénonçons, mais les vrais criminels, c'est ceux qui sont des hommes politiques en France, aux États-Unis et dans toute l'Europe, ainsi qu'en Israël. Ils méritent d'être dans des barreaux. Oui, ils méritent. Parce que c'est des assassins. C'est des gens qui n'ont pas de pitié. Des pitiés des peuples. Hein? Est-ce que les villageois à Goma, est-ce que les villageois au Kasaï, Béni, Goma, est-ce qu'ils ont des BMW là-bas? Est-ce qu'ils ont des grands écrans? Est-ce qu'ils ont des chemins de fer, des trains, l'Eurostar ou des TGV? Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette affaire d'aller massacrer des populations?
pour les pillages des minéraux. Parce que là où ils vivent, il y a des minéraux. C'est quoi ça? Et après on nous parle, l'esclavagisme était aboli. Mensonge. Il est temps que le cinéma de l'homme blanc occupant en RDC prenne fin. Il est temps que tous les Occidentaux, assassins, violeurs, criminels, qu'on puisse les dégager du Congo RDC. L'homme blanc est un barbare. Et l'Africain doit mettre ça dans sa tête. L'homme blanc est un barbare. On va continuer. Ce monsieur, il dit tellement de vérités. Est-ce que maintenant, sur la Côte d'Ivoire et la Libye, il y a une exception? Je ne crois pas, parce qu'il y a les mêmes intérêts, et on retrouve les mêmes silences. Oui. Ce qui étonne, c'est un peu qu'on parle de la lutte ou de la guerre interne en Côte d'Ivoire, même en Libye, sans parler sur le programme du gouvernement ou de l'opposition. C'est comme un peu, si on parle aujourd'hui en Belgique sur une manifestation à Bruxelles, on parle du fait qu'il y a un embouteillage. Mais on ne parle jamais de quoi il s'agit, de quelle manifestation il s'agit. Vous avez raison. En fait, l'information qui nous est présentée, c'est une information sur les conséquences et jamais sur les causes. On nous montre des images, on nous montre des faits, mais jamais on nous explique ce que je disais. Ce qui est fondamental dans un conflit, c'est de comprendre les intérêts en présence. Il y a des forces sociales qui s'opposent. C'est jamais un homme contre un homme. Je veux dire, le pouvoir d'un pays, en Afrique, en Europe ou partout, c'est pas le pouvoir d'un homme, c'est pas vrai, c'est le pouvoir d'une classe sociale, et cet homme-là, il la représente. Et si c'est la classe sociale dominante, elle va vouloir un homme à son service. Et si à un moment donné, cet homme devient trop indépendant, elle va le remplacer par tous les moyens. Soit on fera du chantage, de la corruption, des pressions, ou les assassinats, ou une guerre civile. Donc, effectivement, vous avez raison. Le problème dans l'info qui nous est donnée, c'est qu'elle est superficielle, volontairement superficielle, et on ne peut pas comprendre les problèmes, en fait. Je veux dire, le flamand, le wallon, il ne peut pas comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe au Congo. Tout ça, c'est présenté comme des histoires. Ah, les Noirs, ils n'en sortent pas, c'est pas des gens sérieux. Il n'y a rien. Je veux dire, on ne donne pas l'histoire. On ne dit pas ce que le colonialisme a fait. On ne dit pas ce que les multinationales ont fait. Donc, si vous voyez un type dans la rue, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi, je veux dire, un pauvre dans la rue, un SDF, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est arrivé si vous ne connaissez pas son histoire. Si éventuellement il a été licencié de son travail, ou il a perdu son logement parce que le propriétaire voulait, parce qu'il n'arrivait pas à payer, ou des choses comme ça. Donc, vous devez comprendre l'histoire de cet homme et les causes qui l'ont amené là. Pour les pays, c'est la même chose. C'est quand même bizarre parce qu'on se retrouve dans l'âge, la période de l'informatisation. Tout le monde a accès à beaucoup d'informations. Oui, mais ils disent tous la même chose. Oui, mais comment est-ce qu'on peut combattre les médias mensonges alors? On a effectivement beaucoup d'informations, beaucoup de chaînes, mais quand vous regardez leurs sources, c'est toujours les mêmes. C'est toujours la société de presse, AFP, Reuters, les grandes agences, comme par hasard des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de l'AFP en France. Et ils disent la même chose. Ils ne donnent pas la parole aux victimes. Ils donnent toujours la parole au gouvernement, d'ici, au gouvernement d'ici, etc. Pour savoir comment faire, je pense qu'Internet a permis un changement dans cette situation. Depuis une dizaine d'années, on a quand même la possibilité sur Internet d'avoir une information différente, qui est gratuite, qui est très important. Avant, pour faire une télé ou quotidien, il fallait beaucoup d'argent. Donc, il fallait être très riche pour avoir un média. Maintenant, sur Internet, ça a changé. Et on peut arriver, surtout, ce qu'on fait, c'est de créer un réseau international, d'avoir des contacts dans le plus possible de pays. Et là, on peut arriver à poser la question aux gens, ben, écoutez, on nous a dit ça, expliquez-nous un peu ce qui manque, on leur donne la parole, on fait des interviews, des témoignages. Et là, on peut arriver à se faire une opinion. Moi, je dis toujours en matière d'information, quand vous recevez une info, même si vous avez 10 ou 100 télés qui vous répètent la même chose, posez-vous la question, est-ce que j'ai entendu l'autre partie? Est-ce que j'ai entendu l'autre point de vue? Tant qu'on n'a pas montré les deux points de vue, les deux forces qui s'affrontent, vous n'avez pas eu d'information. Je pense qu'Internet, il y a beaucoup de sites qui essayent de faire ça comme nous. On a peu de moyens, mais je pense qu'il y a moyen, et c'est vraiment une responsabilité des citoyens aujourd'hui, en Europe, en Afrique, partout,
d'aller chercher ces informations et de les produire aussi, parce que vous êtes en contact avec des situations que vous connaissez mieux que moi, et c'est votre responsabilité de fournir ces informations au public pour qu'il puisse savoir ce qu'on lui cache. Quel genre de solidarité, activité solidaire aujourd'hui on a besoin en Europe pour aider et éviter tous les problèmes, surtout la phase de guerre on voit en Afrique aujourd'hui? Je crois que la première chose dont on a besoin en Europe, c'est de faire circuler l'information, comme je le disais, d'aller la chercher et d'ouvrir les yeux aux Européens en disant, écoutez, vous pensez, vous, Européens, que vous êtes bien informés, que vous savez tout, que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire en Afrique, dans les pays arabes, etc. En réalité, première chose, allez écouter les gens, allez écouter les Africains, les Latinos, les Arabes, voyez et sentez ce qu'ils pensent du colonialisme, qui continue toujours aujourd'hui sous des formes différentes. Écoutez-les, comprenez la colère de ces gens qui voient qu'avec les multinationales qui dominent le monde, la pauvreté s'aggrave. Vous savez, il y a de plus en plus de gens qui meurent de faim maintenant, malgré toutes les promesses. Et donc ça, c'est la première chose, je pense, la bataille de l'info. La deuxième, je pense qu'on a une grande responsabilité à ouvrir le débat en Europe contre ce que j'appellerais l'ethnocentrisme. Cette idée, les Européens savent tout, le monde entier doit les suivre. C'est très grave. Je veux dire, on a vécu en Europe pendant 5 siècles dans le colonialisme, surtout depuis un siècle et demi. Et dans cette idée, nous sommes supérieurs, nous devons emporter la civilisation au monde, etc. Bon, nous avons emporté l'esclavage, la barbarie, des génocides. Il serait temps d'être un peu modeste. Oui. Qui disait aux gens, laissez-vous faire, ça ira mieux au paradis. Eh bien, d'accord. Il serait temps de devenir un peu modeste. Et je crois qu'il y a un problème en Europe. C'est que le colonialisme, théoriquement, c'est fini. Donc on a enlevé le casque colonial, mais la tête est restée coloniale. Ça, c'est le problème. Et donc, il est temps que le blanc se rende compte qu'il a énormément de choses à apprendre du noir, de l'arabe, du latino, de toutes les victimes, de tous les gens d'en bas. Vous savez, moi, on m'a élevé chez les jésuites. Et quand j'avais 10-12 ans, là, il était écrit dans les livres de géographie, le noir est par nature indolent et paresseux. Le noir est par nature indolent et paresseux. On m'a éduqué comme ça. Et tout ça, ça laisse des traces. Je vais dire encore maintenant, quoi, dans le racisme qui s'exerce, dans le mépris des nations africaines, sans comprendre que nous sommes, nous Européens, bon, pas nous, pas les petits Européens, mais ceux qui dirigent l'Europe, sont responsables de la pauvreté, ne veulent pas que la pauvreté s'en aille, parce que la pauvreté est la source de leur richesse. Je veux dire, si une multinationale va dans un pays africain, qu'elle trouve des gens qui crèvent de misère, ben elle peut leur dire, voilà ton salaire. Vous voyez, la pauvreté est la source de la richesse de ces Occidentaux. Parce qu'une Afrique, berceau de l'humanité, comment il peut avoir tant de pauvres? Au XXIe siècle, il n'y a pas d'eau. Au XXIe siècle, il n'y a pas d'université de ce nom. Au XXIe siècle, il y a des femmes qui accouchent en plein sol. Il n'y a pas de lit. Imaginez. Au XXIe siècle, il y a des Africains qui tombent. Manque de nivaquine, aspirine. Au XXIe siècle, le paludisme fait des ravages en Afrique. Mais aujourd'hui, est-ce que le paludisme tue par rapport aux crimes d'atrocité que les multinationales font? Les crimes des multinationales en Afrique est plus mortel que celle du paludisme. La vérité doit être dite. Nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de cœur, mais des gens qui sont des cannibales, des vampires, des gens qui n'ont pas besoin de voir l'être humain africain s'épanouir et s'en sortir. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent voir l'être humain africain toujours pauvre. Mais est-ce que l'homme blanc est juste? Est-ce que ça va bien dans sa tête? Hein? Vous les voyez, ils sont des costumes bureaucrates.
comme l'autre, comment on appelle, Emmanuel Macron, dès qu'il voit les dictateurs, il court. Parce que les dictateurs sont ces banquiers. Oui, les dictateurs en Afrique sont les banquiers du président Emmanuel Macron. Car Emmanuel Macron, à l'Élysée, est un businessman. Businessman magouilleur. Businessman qui encourage le sang qui doit couler en Afrique. La vérité doit être dite. Hein? Il y a des Africains. S'ils n'aiment pas la vérité, tant pis pour vous. Il y a des Africains qui ne veulent pas pointer de doigt ces hommes-là, que c'est des grands assassins. Mais il est temps que les Africains puissent les pointer de doigt pour qu'on sorte du calvaire. Car la dictature, si elle continue à perdurer en Afrique, parce que l'Africain ne pointe pas assez de doigts ces Occidentaux criminels, la vérité doit être dite. Et voilà, tu n'auras pas plus. Ce que le multinational ne veut pas, c'est que les Noirs prennent en main leur pays, leur richesse, et peuvent développer une économie qui est intéressante pour eux. Ça, c'est le genre de choses, enfin, je ne vais pas vous expliquer, ça vous le savez mieux que moi, mais je veux dire, ça, c'est le genre de choses que nous devons absolument expliquer en Europe. Et si je peux indiquer une conclusion, une proposition sur le rôle que vous avez à jouer par rapport à ça, je pense que maintenant, comme je le disais, il y a beaucoup plus d'infos qui circulent sur Internet, mais l'Afrique, elle est absente d'Internet. Et même dans la newsletter que nous diffusons, il y a de temps en temps un article sur l'Afrique, mais beaucoup trop peu. Alors là, c'est un appel que je voudrais lancer. S'il vous plaît, envoyez-nous des articles, des analyses, des interviews, des témoignages, qu'on puisse faire vraiment entendre dans l'info alternative, faire entendre aux Européens la voix des Africains. Voilà. Voilà. Nous sommes là pour la vérité, pour faire circuler la vérité. Et la vérité, elle doit circuler. Oui. Nous sommes là pour la vérité. Nous ne sommes pas là pour regarder Arsenal, l'équipe de France, l'équipe du Maroc. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que chez moi en Afrique, on tue. Hein. Chez moi en Afrique, on vole immensément des minéraux. Chez moi en Afrique, on empêche des enfants d'aller à l'école. Chez moi en Afrique, on refuse que les femmes aient des lits pour mettre au monde. Chez moi en Afrique, on empêche les enfants d'aller apprendre à l'école. A, B, C, D. Oui, on les empêche. On les envoie dans les mines du cobalt, dans les mines du tantal, dans les mines du coltan, dans les mines de l'or au diamant. Oui, il y en a marre. Occidentaux voleurs, voleurs menteurs, escrocs, barbares. L'homme blanc habitait dans des grottes pendant que nos rois s'habillaient bien en Afrique. Nos reines, toutes propres, et les blancs habitaient dans des grottes. Ces voleurs, ces menteurs, ces assassins, oui, qui aiment toujours menotter les innocents. Ils aiment menotter les innocents. Hein? Les Illuminati de merde. Les francs-maçons de merde qui exécutent en Afrique. Ils tuent immensement. Ils violentent sexuellement des jeunes filles, des femmes. Ils adorent des grandes-mères, des grands-pères.